Les bêtes, la terre et les hommes, c'est une longue histoire en Corse. Une histoire austère, faite de travail et de pauvreté, pour des vies de peu où les hommes sont nomades entre plaine et montagne. Cette histoire, c'est celle d'une civilisation rurale qui va imprégner toute la Corse et devenir son fondement. Une histoire dont le berger est le personnage central, la figure identitaire de l'île. Cette civilisation agropastorale va marquer l'ensemble des territoires de son empreinte archaïque, abandonnant jusque sur les pentes du Monte Cinto les vestiges d'un monde de pierre patiemment mis en place par les hommes. Pendant des siècles, les vallées corses ont raisonné des grands mouvements de transhumance, créant un lien social essentiel entre les communautés. Ce modèle archaïque n'est plus la réalité de la Corse. Les transhumances n'ont plus l'ampleur d'autrefois et plus de 80% des bergeries sont abandonnées. Georges Glesanti est l'un de ces bergers qui continue ce métier. Il monte chaque été depuis 20 ans à la bergerie de San Bartoli, en Castaniche, avec sa femme Marie-Jeanne, pour fabriquer le fromage de chèvre. Tiens, pas tout. Tiens, pas le moulin. Pas le moulin, Bérénice, pas le moulin. Pas le moulin. C'est des noms corses, oui, il y a des noms corses. Il y a celle-là, par exemple, elle est blanche avec les yeux noirs, on l'appelle Occhiada. Après, il y en a une Golda Yanka. Il y a Spanetta, Moscia da Rossa, Merlada, Yarajada, Cinta, Colomba, Bianca, Rigia. Le troupeau de Georges comporte plus d'une centaine de chèvres de race corse. Cet animal, rustique par excellence, parcourt les terrains les plus difficiles et les plus pauvres du maquis et de la montagne. Attachée à l'histoire de cette île, elle donne son lait aux insulaires depuis plus de 6000 ans. Ah, la race, là, c'est uniquement de la Corse. On a toujours eu que ça ici. En général, là, dans la région, enfin en Corse, à cette époque-ci, tous les troupeaux sont taris. Alors, tout le monde les tarit fin juillet, enfin entre le début et la fin juillet. Et nous, comme on est en estive, on tire quand même un peu plus. Et puis la saison, cette année, il a plu, c'est ouvert. Donc on peut continuer à tirer toujours un peu plus, quoi. Ah, le plus, pour moi, c'est l'été. Hein. Quand on est en montagne, là, c'est la meilleure saison. Quoi qu'on passe les 10 mois à attendre les 2 mois de l'été, là-haut en montagne. Déjà, c'est un fromage spécial. Celui-là, c'est un fromage. En montagne, le fromage s'affine plus. Je sais pas, enfin, chez moi, ça s'affine plus vite. Et ça, c'est un fromage qui a même pas 1 mois. Hein. Et il est déjà fait, il est prêt à être consommé. Qui a un autre goût, qui a un goût exceptionnel qu'on ne retrouve pas en bas.
c'est le goût qu'il a en estive uniquement. En bas, on n'aura pas ce fromage-là. Voilà. Bien lisse, une belle couleur. Toutes les plantes du maquis, en général, les chèvres les mangent. Hein. Je n'en connais pas qui n'en bouffent pas. Il y a de l'arbousier, il y a tout. Hein. C'est pour ça que le fromage il est au top. Là, c'est 100% maquis, en estive. La bergerie de Sambartoli n'est pas comme les autres. À l'origine, ce fut d'abord une église. Une église qui a beaucoup en Corse sur les crêtes. C'était des moines guerriers qui les avaient construites. Comme on voit la mer et puis après la montagne, ils faisaient des signaux. Il y avait des aires de feu un peu plus loin, là-bas sur la crête, qui communiquaient avec... il y a 2 autres églises sur les crêtes et ça faisait des signaux. C'était le téléphone d'antan. Et la bergerie servait pour... c'était un peu comme le presbytère, je dirais, où les moines habitaient. Puis après, c'est les bergers, plus tard, qui l'ont occupé. Bon, mais des bergeries, il y en a d'autres plus loin. Hein. Mais ça, c'était juste l'église que les bergers ont occupé plus tard, c'est tout. Et qu'on a reconstruit. Nous, c'est mon frère et moi qui l'avons reconstruit parce qu'il n'y avait pratiquement plus rien avec les murs à 1 mètre du sol. On l'a remonté et depuis, on monte tous les ans. Voilà. L'été, la plupart des bergeries sont aussi des auberges qui accueillent touristes et insulaires en quête de produits identitaires. À 2 heures de marche du premier village, la bergerie de Sambartoli est réputée pour ses beignets au broutch et son fromage de chèvre de qualité. La plupart des bergers écoulent de cette manière leur production estivale, grâce à ce tourisme vert qui permet au pastoralisme de perdurer encore dans ces territoires de montagne. Le territoire de transhumance s'étend du nord au sud de l'île, tout le long de la dorsale montagneuse, sur plus de 150 km. Et nulle part ailleurs en France, il est de tradition que les cochons aussi montent à l'estive passer l'été. On est à l'entrée du plateau du Cochon. Le plateau se trouve juste là au-dessus, derrière ces collines. Le plateau du Cochon, il fait 8000 hectares. Donc au début du siècle, il y avait quand même 300 bergers ici. Hein. Puis aujourd'hui, ils se font rares. Enfin, on a encore beaucoup de gens qui montent des brebis, des porcs, des vaches en estive. Voilà. Ici, on est dans la vallée du Taravo. Donc, toute la vallée qui montait sur le plateau. Ils montaient leurs cochons ici pour laisser reposer les terres un peu au village. Et puis aussi pour purger les porcs, pour qu'ils mangent les glands qui restent, qu'ils mangent des racines. Voilà, ce qui donne le goût à la viande et le muscle, développer le muscle, se faisait. Puis en plus, ils leur donnaient moins à manger que lorsqu'ils les avaient sous la main, quoi.
Voici l'animal typique de cette île. Le fameux porc élevé en montagne qui offre sa viande pour la véritable charcuterie corse. Cet animal est si précieux que les hommes lui préparent un feu pour leur première nuit en montagne. Ils viendront plus tard s'y vautrer pour se réchauffer avec les cendres chaudes. C'est la manière de faire de Jean-Félix Giorgi, un éleveur de porc du Haut-Aravo. Il pratique ainsi depuis toujours, comme le faisaient les anciens. Ne t'inquiète pas, là maintenant il redescend de plus. Hein. Mois d'octobre, lorsque tout commencera à être froid, gelé ici, tu vois. Parce que l'herbe maintenant, elle est mûre là, en bas en plaine, et pas ici. Donc ça monte, ça monte. Lorsque l'herbe commencera à être sèche ici, à geler au mois d'octobre, tu verras, elle commence à redescendre. Ah, c'est le cycle normal. Hein. Au printemps, c'est l'estive, et puis voilà quoi. Et tout ça, ça va faire une certaine qualité, puisqu'on va battre des porcs qui auront 15 à 18 mois d'âge. Eh ben, c'est incomparable, les ventres de mûres bien rouges. Bon, on le verra quand on goûte. Oh, non abbiamo mica tutto, ah. Ehi, giusto parecchi così. Les porcs qu'élève Jean-Félix sont exclusivement nourris de glands et de châtaignes et abattus au minimum à l'âge de 14 mois. Ouais. Parce qu'il fait des expériences, c'est un petit chimiste. Hein. Ah, lui, ça fait Dans 40 son ans. atelier. La viande qu'il produit est unique, riche et goûteuse et donne toute une variété de produits. Là, vous avez le saucisson, qui est un peu fumé. Là, c'est un mélange saucisson, les restes des poussoirs, je dirais. Saucisson figaté de saucisse. Ça, c'est du phytone. C'est vraiment le figaté très fort en abat pour garder l'été. Parce qu'il n'y a pas de gras dedans, donc il ne restira pas. Et on le garde jusqu'à l'été à manger sec uniquement. Et ça, là, vous avez les chines de porc. Ah bon. La cope. Les gens ont plus de palais. goût. Les Ils gens ont plus de palais. Ils n'ont pas été élevés dans cette tradition. Comment tu veux qu'ils reconnaissent un produit comme ça? Déjà, si tu leur donnes un morceau de cope comme ça, ils vont enlever le gras. Alors que c'est le gras qui fait le goût. Bon. Ensuite, le saucisson, c'est pas pour parler de Jean-Félix. Hein. C'est des produits. Il n'y a qu'à les regarder. Hein. Tu regardes, moi je vois sur le GR, je travaille sur le GR. On voit arriver des produits, les copes, elles sont marrons comme la planche là. Il dit aux gens, n'en mangez pas. Payez un bon produit, payez-le. Ne mangez pas certains produits, vous allez vous empoisonner. Hein. Le saucisson, c'est le résultat d'un bon cochon, d'un savoir-faire. Et ensuite, Il faut qu'il soit gros. une bonne finition dans une bonne cave, voilà. Les 3 critères. Entre forêts de hêtres, de frênes, de chênes et de châtaigniers, les porcs de Jean-Félix passent l'été sur le plus grand plateau d'altitude de Corse, le plateau du Cuscione, 7000 hectares d'une immense prairie qui a toujours été un lieu d'estive. Je m'offre le luxe de travailler dans ce cadre-là, avec tous les éléments
proximité de la mer, la belle vue sur la montagne, le soleil, le vent. Et t'as le passage des oiseaux, t'as tout le bruit, t'as les animaux qui viennent te voir aussi. Les vaches, c'est très bon public, les vaches. C'est des cartouches de chasseurs sur les lieux de promenade. C'est un peu comme des fleurs, fusils. C'est la preuve que la Corse est un terrain sauvage. C'est la preuve qu'il y a beaucoup d'espaces qui restent sauvages et dans lesquels les animaux peuvent se multiplier tranquillement et ils ont de quoi manger, que c'est une terre riche. C'est aussi des indices, c'est pas uniquement des indices de violence, c'est aussi des indices de ça. Laetitia Carlotti, une artiste corse, pratique des installations in situ et puise dans ses nombreuses marches son matériel qu'elle recycle. Comme cette cible, composée d'environ 20 000 douilles de cartouches, qui déclinent les différentes couleurs du spectre de la lumière. Geste écologique, proposition pour une économie rurale en pleine mutation, cet artiste corse passe son temps à découvrir son île, à la rencontre des hommes et des femmes qui font le monde rural. Je ramasse mes matériaux de travail, je prends connaissance du territoire comme ça, du territoire dans lequel j'habite. Au fur et à mesure, j'ai un ami berger, j'apprends à traire, je commence à savoir et comprendre comment on fait le fromage. J'ai envie d'apprendre à tanner les pots. J'aurai jamais assez d'une vie pour exploiter les richesses que m'offre ce territoire, en fait. C'est un peu désespérant, hein. Non. Et je suis bien ici. Et ça me permet de vivre dans différents endroits et ma conquête, d'étendre ma conquête du territoire corse et d'en faire véritablement mon île. C'est l'automne, maintenant les chèvres elles ont mis bas. Et le temps aussi il a changé, hein, il pleut tous les jours, c'est la galère. Jusqu'au mois de décembre, en général, on a ce temps comme ça, pluvieux. Et assez ennuyeux surtout pour les chèvres, parce qu'elles n'aiment pas quand c'est mouillé. Georges Grisante y travaille avec son fils Laurent, qui va bientôt reprendre la suite de l'exploitation familiale. En Corse, la tradition, c'est le cabri pour Noël. Donc c'est pour ça que les chèvres mettent bas maintenant. Comme ça, pour Noël, on a nos cabris et on est sûr de les vendre. Colliant. Colliant. Colliant, colliant. Colliant, colliant. Allez. Chacun son cabri, chacun sa chèvre. Hein? Évidemment, il y en a toujours un dont tu ne sais jamais à qui il est. Alors,
Tu repasses toutes les chèvres qu'on fait là, petit, et puis après, à un moment donné, tu le trouves, tu vois, il y en a une qui attend. Alors là, c'est la bonne. À quoi aller? Tu n'es plus? Non. Qui est? Pauline! Pauline! Depuis que j'ai 2 ans et demi que je suis après les chèvres, je sais ce que je fais. Hein. Ma grand-mère aussi, elle a essayé de me dissuader, mais ça n'a pas marché. Et voilà, on sait à quoi s'attendre, on sait le boulot qu'il y a, on sait que quand des fois, à cause du temps, il peut y avoir des problèmes, des années peuvent être mieux que les autres. Faire le choix de travailler et vivre au pays, c'est l'aspiration de nombreux Corses. Plus qu'un choix de vie, c'est s'engager à faire vivre son village et sa région pour que cette île ne devienne pas qu'un beau musée. L'hiver, la Corse, c'est pas que le soleil, c'est l'hiver, c'est la neige, c'est bon, voilà. Et puis c'est le désert, voilà. On est en campagne, on est seul. Ça, c'est difficile. Mais sinon, après, moi, quand je suis dans mon atelier, ben, je suis content. Hein, je travaille ma matière première pour la faire arriver à maturité et avoir le meilleur goût possible. Au plus dur de l'hiver, les hommes abattent les cochons et fabriquent la charcuterie. Pas qu'ils se touchent, les écartés qui ne se touchent pas. Voilà. Ça, la fameuse charcuterie corse ne représente pourtant que 10% de la production totale de la charcuterie produite sur l'île. En général, au début de l'été, il ne reste à la vente qu'une charcuterie réalisée à partir de carcasses de bêtes, issues des élevages industriels du continent, et estampillée charcuterie corse puisque transformée sur l'île. Après finalement l'obtention du label AOC, des éleveurs comme Jean-Félix Georges militent aussi pour l'obtention d'un label rouge pour des porcs élevés sur place, mais issus de différentes races. On prend le temps, on donne le temps au temps de sécher cette marchandise et de l'affiner. C'est un goût différent. La matière première aussi est différente, donc tout est différent. Et c'est ça, vraiment, ce qui peut s'appeler la charcuterie corse. En hiver, la route de la Restonica n'est jamais déneigée. Il faut donc de bonnes raisons pour tenter d'accéder à cette période de l'année à la partie supérieure de la Restonica, la rivière la plus connue de Corse. La Restonica prend sa source au lac du Melo, à 1700 mètres d'altitude. Sa particularité, c'est l'endémisme qu'elle contient dans ses eaux, qui sont couramment analysées par les hydrobiologistes de l'université de Corte. Ah, on a une espèce strictement endémique, tu vois. On a Betis sonneus.
Antoine Orsigne et Christophe More prélèvent dans cette rivière les micro-organismes qu'elle contient, comme les larves d'insectes. La Corse, c'est le paradis des hydrobiologistes, parce qu'en Corse, on a un taux d'endémisme élevé. Et on a aussi beaucoup d'espèces endémiques à la Corse et à la Sardaigne. Donc deux îles qui ont un passé géologique commun. Moi, je n'ai pas vu, mais c'est une attaque. Quand il a dit quoi, on ne sait pas si on décape. Moi, je pensais qu'il y avait deux grosses taches. Là, aujourd'hui, les prélèvements que nous avons faits, là, on a 100% d'endémique. Hein. Et donc là, on a Hydropsyché cyrnotica, on a, Christophe, Bétis cyrneus. Bon, vous avez compris, avec des noms comme ça, c'est des espèces qu'on trouve nulle part ailleurs. Hein. Qu'est-ce qu'on a aussi, Christophe? Ecdionurus corsicus. Bon, voilà. Donc on voit un peu le. Donc voilà la particularité. J'essaie de trouver autre chose. Alors souvent on nous demande, mais pourquoi vous étudiez ces insectes? Pourquoi vous étudiez ces petites larves? Alors en fait, ces larves, on les étudie pour expliquer le fonctionnement de l'écosystème, mais aussi on fait des études appliquées, puisque on retient des espèces indicatrices de qualité du milieu. Par exemple, on a une espèce endémique qu'on trouvait, qui descendait jusqu'à Corté qui est à 400 mètres d'altitude. Aujourd'hui, on la trouve qu'à 800 mètres d'altitude. Donc petit à petit, sa niche écologique se réduit et la bestiole va chercher les eaux fraîches toujours en altitude. Ça, c'est un problème. Et ça, c'est l'impact du changement climatique, on le voit aussi avec ça. La neige, c'est l'espoir de l'eau. L'eau, c'est l'une des richesses de la Corse. Celle qui a permis au monde rural de se développer et de vivre dans les territoires de montagne. La puissance de l'eau a creusé au cours du temps d'innombrables gorges et toute une série de vallées abruptes. Ici coule le Liamone, le Rizzanese, la Gravone, le Taravo, le Golo, le Tavignano, la Restonica. 24 rivières qui couvrent plus de la moitié de l'île. Partout des sources, des cascades, et au pied des sommets, d'anciens lacs glaciaires recouverts d'une végétation aquatique. Ces trous d'eau, ce sont les podzines, une curiosité vieille de plusieurs milliers d'années. Et la perle de la montagne corse, c'est le lac de Nino, le deuxième plus grand lac de Corse, la source du Tavignano et les plus grandes podzines de cette île. C'est la région pastorale du Niol, là où estivent en été vaches, chevaux et moutons. La Corse puise aussi son eau du ciel. Les vents d'est ou de sud-est, souvent violents, poussent les masses humides vers les reliefs, où elles se condensent et donnent des précipitations violentes. Depuis quelques décennies, les rivières sont un espace ludique, souvent extrême, le bon moyen pour parcourir les fonds de vallées préservés et sauvages.
viennent, ils sont pas déçus. Parce que ça ressemble pas trop quand même aux rivières qu'il y a sur le continent, quoi. Ici, on voit, c'est très étroit, c'est très, très petit, vachement manœuvrier. Tandis que sur le continent, c'est des rivières qui sont quand même un peu plus larges. Même s'il y en a des rivières qui correspondent à ça, mais en moins grande quantité, regroupées dans un endroit qui est... La Corse, c'est quand même pas grand, quoi. La Corse n'est pas grande et les insulaires peu nombreux à naviguer ainsi sur les rivières. Bruno, Jérémy et Laurent ont créé leur petite structure pour pratiquer ce sport de glisse et faire découvrir aux autres la diversité des rivières corses. Il me semble qu'il y a au moins une cinquantaine de rivières à naviguer, quoi, en Corse. Moi qui habite ici, ça fait 7 ans que je fais du kayak. J'ai dû en faire même pas un tiers. Même pas un tiers, donc il y a du travail encore à faire. Il y a du travail pour réussir à naviguer et à trouver du monde aussi pour naviguer, parce que c'est pas facile. Le Trave, j'ai dû la faire 2 fois. C'est une très belle rivière. C'est beaucoup de roche-mer. C'est une couleur d'eau qui est spectaculaire. C'est du bleu turquoise. Et après, il y a le rapide des triples chutes que tout le monde connaît, que tout le monde veut faire au moins une fois dans sa vie de kayakiste. C'est pas dur en soi. C'est juste 3 grosses chutes avec des piscines énormes dedans. Et le moindre rapide, on est là, on regarde, on cherche la trajectoire. Et il y a la pierre qu'on n'a pas vue qui va faire que notre trajectoire, d'un coup, il faut la mettre de côté, en rétablir une autre vite fait. Ça s'appelle un peu de la survie, quoi. On y va et on essaie de pagayer comme on peut. Et généralement, ça passe ou ça passe pas. Alors du coup, on nage, on esquimote. Tant qu'on se blesse pas, qu'on se fait vraiment pas mal, ça reste quand même un sport assez ludique, quoi. Pendant des années, on pensait que la Corse, c'était vraiment de la rivière qui était engagée, c'était dur. Il fallait vraiment avoir le niveau, ça cassait le matériel, c'était assez physique et tout. Mais là, on tente à essayer de montrer aussi que la Corse, c'était pas que de la grosse rivière avec des grosses chutes. Non, ça peut être aussi de la rivière un peu plus tranquille où des gens qui sont en club sur le continent peuvent venir naviguer ici et se faire plaisir. Parce que le but quand même de cette activité-là, c'est de se faire plaisir. L'été, lorsque l'eau s'est réchauffée, les rivières sont des paradis. La vallée de la Restonica, classée grand site national, est la rivière la plus fréquentée de toute la Corse. Avec plus de 2000 km de cours d'eau, chaque Corse a son endroit secret et sa rivière pour être loin du monde. Comme Guillaume Ferrer, guide de haute montagne qui pêche la truite pour se retrouver seul dans un endroit absolument sauvage, parce qu'inaccessible. Bon, faut faire attention, hein. Il y a des endroits qui sont quand même bien difficiles, où il faut escalader, il faut grimper le long des cascades, etc. Ou sinon, il faut faire des grands détours pour éviter justement ces endroits très encaissés. Donc il y a des noms d'endroits, hein, Mudiola, Larné, Dadarete Ganton, Niego,
tous des endroits qui définissent des parcours de pêche. Et voilà, donc quand on va pêcher, on dit voilà, je suis allé Égaude, et donc la personne qui est d'ici, elle sait exactement où on a pêché et où est-ce qu'on a pris les truites, etc. Mais des endroits, il y en a, je sais pas, il y en a peut-être 50, 60, donc... Guillaume pêche la truite Macrostigma, une truite dont la souche est endémique à la Corse. Méfiante, il faut arriver par le bas de la rivière pour ne pas se faire voir et pêcher en la remontant. Ça me fait un peu chier celle-là parce qu'elle saigne. Et quand elle saigne, celle-là d'ailleurs je vais être obligé de la garder. Quand elle saigne, elle est morte. Elle est hémophile, elle se vide de son sang. Ouais. J'ai commencé là, dans les petits ruisseaux sous chez moi à 7-8 ans. J'ai commencé un peu à monter en montagne comme ça, sans trop le dire à mes parents. Je disais toujours que j'allais pas très loin et en fait je me retrouvais à 2h30 de marche du village, là-haut en montagne. J'avais quoi, 14-15 ans, en train de pêcher là-haut. Si la pêche à la truite est un loisir, elle fut aussi longtemps un complément alimentaire indispensable. Ces quelques truites, pour Guillaume, sont aujourd'hui plutôt le prétexte à arpenter la rivière, dont lui seul connaît tous les accès, comme un secret qu'il se promet de toujours bien garder. Je pense qu'il y a au total dans cette montagne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 troupeaux sur l'ensemble de cette portion de l'estive vénaquaise, à peu près. Ici vivent encore quelques bergers ruraux qui continuent leur activité malgré les difficultés. Ils regardent la Corse changer et craignent de disparaître. Que les derniers bergers ne soient plus que des clichés pour l'imaginaire des touristes en quête d'authenticité. Gérard, professeur d'histoire à Bastia, monte chaque été à la bergerie d'Oubouli. Je vois pas la nature sans les hommes, c'est-à-dire la Corse, un paysage, Corsica-Land, franchement, ça m'intéresserait pas du tout. Sans les hommes, sans savoir que, je veux dire, c'est beau, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Si c'est beau, sans le fait que ça a été beau pour d'autres gens, quoi, aussi. Ça, moi, je pense, c'est idiot, hein, je pense à une partie de mes ancêtres, quoi, qui ont été là, quoi, qui ont fait ce travail de fou, qui ont vécu un peu comme des bêtes, quoi, un peu comme des bêtes avec leurs bêtes. C'est-à-dire dans un abri, quoi, où on dormait en rampant, où on mangeait les pommes de terre, on s'occupait des bêtes. C'est un travail de forçat. Hein. Et c'est vrai que la terre sans les hommes, ça n'a aucun intérêt. Même si les hommes changent. Même si les hommes changent. Quel avenir pour demain?
chacun en Corse se pose la question du devenir de ces espaces où les hommes ont toujours vécu et travaillé. La Corse de l'intérieur, c'est l'identité de cette île, celle qui a donné au territoire tout leur sens et qui recèle encore un énorme potentiel pour demain. Malgré tout, ces espaces ruraux continuent de se désertifier, avec le risque de se transformer en une oasis de nature pour les citadins qui ne verront plus dans ces paysages qu'un monde sans les hommes.